Bonjour à toutes et tous. Traditionnellement, vous le savez, nous organisions une réunion technique au CFA BTP à Poitéron. J'allais dire pandémie oblige, on a été obligé de s'adapter et de tester un webinaire avec différents ateliers donc, qui vont se dérouler toute cette semaine. Comme Cécile vous l'a dit, je suis donc Christophe Leclé. Moi, je suis éleveur allaitant en Charolais, un troupeau inscrit sur la commune de la Besace, un système totalement herbagé. Je suis vice-président donc du pôle élevage et président d'Ardennes Conseil Élevage. Les interventions techniques de ce webinaire, donc sous forme d'atelier, ils ont un fil rouge commun. Ce fil rouge, c'est faire de l'environnement un atout pour mon exploitation. C'est des remontées, entre guillemets, des attentes sociétales qu'on ne peut pas ignorer. Ces attentes sociétales, aujourd'hui, elles se traduisent par des demandes des filières, que ce soit dans le lait ou dans la viande. Donc là aussi, il y a de la valeur ajoutée sans doute à aller chercher, mais ça ramènera également de la valeur ajoutée sur les exploitations par nos pratiques, qui sont déjà, pour moi, vertueuses, mais qui peuvent être encore améliorées. Et donc, vous allez avoir des ateliers toute cette semaine pour faire de ce qu'on pourrait a priori vivre comme une contrainte, j'allais dire le respect de l'environnement ou plutôt l'écologie telle que c'est traduit aujourd'hui souvent dans la presse, c'est vécu aussi comme une contrainte, mais de cette contrainte-là, on peut en faire une opportunité sur nos exploitations en ayant des pratiques qu'on adapte. Alors vous verrez, les différents ateliers, ils sont divers. Les ateliers, c'est des remontées aussi, des questionnements qu'on a de votre part, j'allais dire de façon quotidienne à travers nos différentes structures, qu'il s'agisse de la Chambre d'agriculture d'Ardennes Conseil Élevage, du GDS, parce que la partie sanitaire ne peut pas être ignorée, ou encore d'Ardennes Génétique et de l'aspect génétique et, comment dirais-je, reproduction. Donc vous allez avoir un thème sur le réchauffement climatique et l'élevage, les réalités de l'élevage et de l'agriculture et leur impact sur le réchauffement climatique. Ça va être un thème qui va être abordé tout à l'heure. Vous avez un thème sur obtenir le label bas carbone, tout ce qui est haute valeur environnementale. Ça aussi, ça a de l'impact, c'est demandé par les filières. Vous avez un thème sur la segmentation et les signes de qualité, le label rouge. Alors oui, il y a quelques contraintes, mais il y a une plus-value à aller chercher. Vous avez également, j'allais dire, alors peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez les non-OGM, la filière, elle est démarrée. Vous avez sur d'autres territoires peut-être des laits de foin. Il y a encore beaucoup de choses aussi, beaucoup de pistes qui peuvent être explorées et ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations. Vous avez également un atelier sur les outils d'aide à la décision pour être en cohérence dans son système. Ne pas être assez productif, c'est pas bon techniquement et économiquement, mais c'est pas forcément très bon non plus au niveau environnemental. Être trop productif, ça peut aussi être une contrainte économique. Ne rien ramener de plus, j'allais dire, les 100 quintaux qu'on arrache ou les 10 000 litres de lait qui ont un coût technique, économique et environnemental qui n'est pas forcément le bon. Donc tout ça, ça va être des ateliers qui vont vous être montrés et qui vous permettent justement de vous fixer aussi un cap et de décider dans quel modèle économique et environnemental vous souhaitez être demain. L'amélioration génétique par la meilleure santé, là aussi, c'est moins d'impact sur l'environnement parce que moins de vétérinaires, moins de produits. Alors on sera sans doute plus dans la maîtrise que dans l'éradication, mais j'allais dire, c'est aussi des pistes qui permettent d'être en adéquation avec le respect à la fois du bien-être animal, mais également de l'environnement. Gagner en performance, des jours de production supplémentaires ou des jours de non-production en moins, c'est aussi être techniquement, économiquement compétitif, mais ça l'est aussi d'un point de vue environnemental. Vous avez tout ce qui tourne autour du bienfait de l'agroforesterie avec les haies, le bien-être animal, tout ce qui est biodiversité. Vous aurez un thème sur l'agropâturage, l'éco-pâturage, donc des pratiques respectueuses de l'environnement avec une valorisation économique avantageuse. Il y aura un thème également sur l'impact des antiparasitaires sur l'environnement, raisonner ces traitements avec
j'allais dire des analyses de bouse avant de faire quelques traitements que ce soit, des bonnes pratiques pour diminuer la charge parasitaire. Là aussi, il y a des pistes. Il y a des pistes. Vous voyez que de toute façon, dans tous nos pratiques quotidiennes, elles ont un impact technique, économique, mais elles ont aussi un volet environnemental indéniable. Augmenter la productivité individuelle, oui, mais à quel coût? On revient à l'idée des 100 quintaux ou des 10 000 litres de lait. Performance individuelle en élevage laitier, la chasse à l'improductivité en élevage allaitant, comment s'adapter, des jours de non-production, quand vous avez un critère de productivité numérique qui baisse, ça peut être, oui, de la mortalité, mais ça peut être aussi des intervalles vélage-vélage qui augmentent, et au final, vous avez eu plus d'animaux improductifs sur l'exploitation, et donc qui à la fois ne ramènent pas de revenus, mais contribuent aussi de façon négative à l'environnement. Vous avez un thème sur l'élevage équin, concilier écologie, économie et bien-être, un thème sur l'agriculture biologique et ses bienfaits environnementaux, et j'en passe, et des meilleurs. Il y a d'autres thèmes qui vont être abordés que je n'ai pas listés là. Tout ça pour vous dire que, à travers tous les thèmes abordés, il est possible d'être respectueux de l'environnement sans pour autant renoncer à être productif techniquement et économiquement. Je reprends la phrase que je disais en introduction, il ne faut pas voir l'environnement ou la maîtrise de, comment dirais-je, enfin, l'environnement, il ne faut pas voir le bon respect de l'environnement, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Je pense qu'à partir du moment où on voit les choses de cette façon-là, l'écologie, entre guillemets, au sens noble du terme, en tant qu'éleveur, on la pratique tous les jours. Il y a des croyants et il y a des pratiquants, et tous les éleveurs sont des pratiquants. À travers nos techniques, aujourd'hui, tous les jours, on est dans le respect de l'environnement. Alors sans doute qu'on peut s'améliorer, on peut s'améliorer techniquement, on peut s'améliorer par rapport à l'impact qu'on a sur l'environnement, mais je suis certain que l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui en sont déjà conscients. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre davantage sur cette introduction. Je vous souhaite, j'allais dire, une bonne semaine de visio. Vous voyez, il y aura toujours des temps de présentation et des temps où vous pourrez poser des questions via un chat. Je pense que vous pourrez aussi vous retourner à un moment donné vers les techniciens des différentes structures qui composent le pôle élevage. Et la semaine étant annoncée plutôt froide, je pense que si vous prenez un petit peu de temps pour faire un webinaire au chaud autour d'un bon café, ce sera bien, parce que c'est vrai que ce qui nous manque par rapport à ce qu'on faisait à Poitéron, ça va être le côté lien entre nous. Cette crise ne fait que trop durer, et moi je pense que je suis un des premiers à qui ça manque, quoi. Il n'y a pas d'aspect social, d'aspect... voilà, enfin... Je ne vais pas m'étendre davantage. Je vais redonner la parole à Cécile en vous souhaitant une bonne semaine, et puis tirer des enseignements, tirer le meilleur de toutes les présentations qui vous ont été faites. Voilà, merci à tous et bonne semaine. Au revoir. Donc, je vais me présenter, puisque aujourd'hui, c'est moi qui ouvre cette première visio. Donc, je suis Cécile Goisé, conseillère en élevage à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Donc, mon travail principal, c'est d'animer les réseaux d'élevage. Donc, c'est un groupe d'une quinzaine de fermes en élevage laitier qui nous permet d'avoir des références et ainsi pouvoir voir l'interaction entre ce qui se passe économiquement sur les prix, sur la technique aussi, c'est-à-dire le fait qu'en perte de fourrage, on a peut-être moins de lait ou ça nous coûte plus cher d'acheter, etc., pour voir l'évolution des revenus en dehors de simulations un peu plus théoriques. Donc voilà. Et j'ai aussi en charge l'évaluation environnementale, donc en élevage de ruminants. Bovin-lait pour moi et ma collègue Marie Auprette qui s'occupe plus particulièrement des allaitants. Donc, cette première diapo, on va parler du réchauffement climatique. Donc, je commence par une petite vidéo
qui vous présente donc le réchauffement climatique. Alors, je vous laisse. Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux présents naturellement dans l'air qui ont la particularité d'absorber et retenir les rayonnements du soleil. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'effet de serre, phénomène naturel et indispensable à la vie, puisque c'est lui qui maintient notre planète à une température satisfaisante. Seulement, voilà, une partie de ces gaz à effet de serre est générée par l'activité humaine. Et depuis le début du XXe siècle, elle s'est beaucoup développée. Résultat, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter. Le climat se réchauffe, les catastrophes climatiques se multiplient, et il va bien falloir faire quelque chose. Les élevages laitiers, ils sont concernés ? En France, les émissions de gaz à effet de serre sont principalement liées au transport et au bâtiment. L'agriculture, elle, arrive en 3e position. L'élevage laitier, ici, représente 6% des émissions. Ces 6% sont principalement composés de méthane, de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote. La moitié est due à la digestion de la vache. Quoi ? Comment ça, nous on pollue ? Eh oui, car si la vache a le pouvoir de transformer des fourrages non comestibles par l'homme en lait, leur digestion et décomposition libèrent dans le même temps du méthane. Oh, mais c'est ignoble! Mais non, c'est naturel. L'autre moitié des émissions est due à la gestion des déjections et la fertilisation des cultures, l'énergie utilisée et les produits achetés. Bref, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'une ferme. Mais l'avantage de l'élevage laitier, c'est qu'il ne fait pas qu'émettre du carbone. Il en stocke aussi une bonne partie dans les sols de ses haies et prairies. Les éleveurs peuvent ainsi compenser de 5 à 40% leurs émissions, sans oublier les nombreux autres services rendus par l'élevage à la société. Production d'aliments, maintien de l'emploi, préservation de la biodiversité et entretien des paysages. Alors, même si tout ça relativise quand même pas mal les émissions des élevages laitiers, ça n'empêche pas les éleveurs, qui sont aussi impactés par le changement climatique, de se sentir très concernés. Disons que la nature, c'est un peu notre métier. Les solutions et les leviers, grâce à des éleveurs engagés. Heureusement pour tout le monde, il existe dans l'élevage laitier de nombreux leviers pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Par exemple, mieux valoriser le pâturage, introduire des légumineuses et privilégier des aliments produits en France, voire produits à la ferme, en local quoi. Ajuster les doses d'engrais aux besoins, épandre des engrais naturels produits à la ferme, adopter des pratiques ou du matériel moins énergivore, ou même devenir producteur d'énergie renouvelable, recouvrir sa fosse à lisier et méthaniser les déjections. Diminuer, si possible, l'âge au premier vélage. Porter une attention particulière à l'état sanitaire des animaux en prévenant les maladies. Implanter des haies, maintenir les prairies permanentes et allonger la durée des prairies temporaires. L'ambition de toute la filière est de réduire son empreinte carbone de 20% d'ici 2025. Et pour y parvenir, la démarche ferme laitière bas carbone a déjà permis de diagnostiquer des milliers d'éleveurs afin d'identifier les leviers d'amélioration les mieux adaptés à leur ferme. Et avec tous les éleveurs de France, on atteindrait 2 millions de tonnes de CO2 économisées en 10 ans. Alors, on respire, hein? Du méthane? Mais c'est ignoble! Non, mais en fait, ça va. C'est naturel. Donc, voilà pour la petite vidéo d'introduction. Cette vidéo porte sur l'élevage laitier, puisque c'est organisé par la filière élevage laitier, mais le message est aussi repris de plus en plus par la filière allaitante, qui elle aussi débute son travail autour des évaluations environnementales. Donc, tout d'abord, je vais aborder le premier point qui est le changement climatique et les gaz à effet de serre. On le voit au travers des intempéries à répétition qu'il y a un réchauffement climatique du climat. On voit très bien depuis le milieu des années 90 une augmentation de la température et surtout le fait que les pluies se regroupent sur des saisons et qu'on est beaucoup moins étalé sur l'ensemble de l'année, provoquant des stress hydriques au niveau des plantes. Avec ça, s'accompagne une intensification de certaines pratiques, pas qu'agricoles, sur l'ensemble des
des filières économiques, industrielles et agricoles, et donc une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, du méthane qui nous concerne un peu plus en tant qu'éleveurs, et des nitrites. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est une barrière qu'il y a autour de la planète et qui va permettre de refléter un certain nombre de rayons du Soleil pour éviter le réchauffement trop rapide de la Terre et qui va aussi permettre de conserver la chaleur de la planète au niveau de la planète pour éviter son refroidissement trop rapide. Donc, aujourd'hui, la Terre, on estime son maintien de température moyen autour de 15 degrés pour la planète. Les situations climatiques, donc au niveau du changement climatique, on observe, vous voyez aussi bien les images par rapport à la neige, par rapport à l'eau, donc les crues, etc. Nous, au niveau de l'élevage, on observe aussi des animaux, c'est l'image du dessus, qui ont de plus en plus chaud. Or, plus un animal a chaud, moins il va produire sur la période durant laquelle il a chaud. Je vais prendre un exemple tout simple. La vache, elle est bien autour d'une quinzaine de degrés. Au-delà de 25 degrés, elle commence déjà à souffrir de la chaleur. Elle va boire plus, elle va se déplacer moins. Au-delà de 30 degrés, au-delà de 28 degrés, elle va même manger moins parce que le travail de sa panse produit une température corporelle autour de 40 degrés. S'il fait déjà 30-35 degrés dehors, plus les 40 degrés, là, vous voyez bien, elle souffre énormément de la chaleur. Et au-delà de 32 degrés, le phénomène de rumination, la température, et si elle n'arrive pas à se rafraîchir correctement, vous allez le voir directement sur la production, des vaches laitières qui vont produire beaucoup moins et ça va durer dans le temps, et des animaux qui vont vraiment avoir du mal à se déplacer, qu'on voit vraiment en souffrance physique. Donc, quelles sont les conséquences du changement climatique? On en a parlé, on voit de plus en plus d'inondations. On a aussi un risque sanitaire au travers des moustiques. On a certains moustiques qu'on voyait plutôt dans les pays du sud, le sud de la France, l'Espagne, qui remontent et qui sont porteurs de maladies qui peuvent être transmises aux animaux. On va aussi avoir une baisse de rendement quand les plantes souffrent de la chaleur, elles baissent aussi en quantité de rendement. Et si en plus on ajoute à ça le stress hydrique, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas de l'eau tout au long de l'année comme on avait l'habitude, on va vraiment avoir une perte de rendement qui s'observe. Après, au niveau planète, on voit l'apparition plus importante de tornades, les fontes de la banquise, etc. C'est vrai qu'on peut observer ça de loin, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'effet papillon. Si la banquise fond, l'eau de la mer se réchauffe. Si l'eau de la mer se réchauffe, on va avoir moins d'effets sur les climats océaniques tels qu'on peut avoir au niveau de l'ouest de la France. Et de la même manière, s'il y a plus de vent avec l'apparition de tornades dans certains secteurs, le vent, ça dessèche. Donc, ça va créer aussi des vagues de chaleur. Ça favorise tout ça. Donc, une réalité sur nos activités. Tout d'abord, le dérèglement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dessèchement des sols, on en a parlé. La surexploitation des ressources naturelles, les énergies et les minéraux. Ça, c'est un effet sur la santé de la planète, sur la santé globale, mais tous nos choix techniques qu'on va avoir sur l'exploitation, le choix d'acheter un minéral ou tel aliment, il va avoir des impacts en amont de notre activité sur l'utilisation des industriels au niveau des ressources, de l'énergie, etc. Si on apporte les minéraux à un mauvais moment du stade de la plante, on a des lessivages de ces minéraux. Si on prend le lessivage de l'azote, par exemple, on va avoir le problème des eutrophisations de l'eau et donc avoir les problèmes sur l'eau. La destruction des milieux naturels engendrée par l'intensification de l'agriculture et l'acidification des sols
Je vais vous prendre l'exemple des haies ou des bosquets. En fait, quand une haie ou une bosquet, elle a un système racinaire qui permet de retenir le sol, qui va limiter le problème de l'érosion. Et en plus, ça va créer un point d'humidité. Lorsque j'agrandis ma parcelle et donc que je choisis de raser cette haie ou cette bosquet, je ne fais pas que choisir de raser un écosystème pour des chevreuils ou des sangliers. Je rase aussi un système racinaire qui est bénéfique à l'ensemble du sol. Et donc, je vais devoir apporter de manière artificielle des éléments pour renourrir ce sol, pour lui redonner de la vie. Et ensuite, les pollutions par les produits chimiques, donc les engrais, on en a parlé. Les produits phytosanitaires, c'est pareil. Un insecticide, par exemple, si j'utilise trop d'insecticides, j'ai moins d'insectes dans le secteur. C'est peut-être bien vu de cette fenêtre-là. Néanmoins, si j'ai moins d'insectes, j'ai moins de pollinisateurs. J'ai moins d'insectes qui vont venir nourrir des oiseaux qui peuvent aussi apporter une vie, les vers de terre, etc. Donc, en fait, compte, tout choix technique que l'on peut avoir sur notre exploitation n'a pas qu'un impact sur les résultats techniques de notre exploitation, il a un impact sur la santé de la planète et sur l'ensemble d'un écosystème. Donc, l'élevage, il est la cible de nombreuses attaques. Bon, ça, je ne vous fais pas... Voilà, on le sait bien, voilà, on parle des paies des animaux, des ruminants en l'occurrence. On parle aussi de la quantité d'eau qui tombe sur les parcelles, etc. Ce qui est important dans cette idée-là, ce n'est pas de dire il n'y a pas d'attaque, c'est surtout de dire qu'il faut avoir un discours pour contrer ces attaques. Quand on parle de l'eau, par exemple, c'est le premier point sur lequel on est facilement accusé, on parle aussi de l'eau qui tombe sur les bâtiments, qui tombe sur les prairies. Mais si je regarde le côté céréales, je ne vais pas regarder l'eau qui tombe sur la céréale. Donc, tous ces éléments-là accentuent aussi le sentiment qu'ont les éleveurs par rapport à cet impact environnemental. L'élevage cible de nombreuses attaques récurrentes. Donc là aussi. Et aussi par rapport aux vaches, on va avoir dans les attaques toutes les attaques qui sont liées au bien-être animal. Donc, quand la vache pète, le climat trinque. L'une des réponses que l'on pourrait avoir à cette attaque, c'est de dire que si notre vache, elle est dehors, alors déjà, elle ne pète pas, on est tous d'accord, mais surtout, ces déjections vont aller directement à la terre, nourrir l'herbe qu'elle est en train de manger elle-même. Donc, pour animer cette visio, plutôt que de vous faire quelque chose de très ascendant, je vous propose un petit quiz. Donc, la première question, c'est le changement climatique, c'est maintenant. Donc, ça, c'est un fait. Quels sont les impacts du changement climatique sur l'élevage laitier? En réponse A, je vous propose la baisse de la productivité des vaches laitières. En réponse B, la dégradation des rendements des surfaces. La réponse C, l'allongement de la période de pâturage. Donc, plusieurs réponses possibles, A, B, C et ou. Voilà. Donc, j'arrête le sondage. Voilà. Donc, je vous donne la bonne réponse, c'était les 3. En fait, compte, on va avoir la baisse de productivité laitière, comme je vous l'ai dit. Si les animaux ont chaud, il y a une baisse de productivité. Alors, laitière, parce que le diaporama a été conçu principalement par la filière laitière, mais c'est aussi valable en allaitant. Un animal qui souffre de la chaleur, il va utiliser ce qu'il mange et ce qu'il boit d'abord pour réguler ses fonctions internes et maintenir son état physiologique, plus que pour réaliser de la productivité. La dégradation des rendements, entre la souffrance hydrique et la souffrance calorique, donc des chaleurs, les plantes ont du mal à maintenir le même rendement.
Et ensuite, l'allongement de la période de pâturage. Celle-là, je ne l'ai pas encore abordée, mais on l'a constaté, je vais reprendre l'année dernière, 2020, à quelque chose près, enfin, il y a des éleveurs qui ont profité de la toute première période, fin février, où il a fait chaud, pour sortir les animaux. Aussi, on voit apparaître de plus en plus tôt dans l'année le fait que l'on peut faire des ensilages précoces, pas que sur les prairies temporaires, mais aussi sur les prairies naturelles. Et cette période qui nous a fait sortir des animaux fin février, début mars, on a pu les rentrer courant du mois de novembre. Donc là, on observe un allongement de la période de pâturage. Je suis d'accord avec vous, il a fallu nourrir avec une ration presque hivernale durant la période estivale parce qu'il n'y avait plus d'herbe tellement qu'il faisait chaud. Le changement climatique, c'est maintenant. Donc, la canicule de juillet 2019, c'est moins 2,7% de collecte de lait sur la semaine de canicule. Donc ça, c'est l'exemple même de la baisse de productivité au travers du lait, puisque la vache laitière, c'est elle qui va répondre beaucoup plus rapidement. On va dire en 2-3 jours, on marque l'impact d'un changement climatique, d'un stress de l'animal. On va le voir assez rapidement. On voit sur ce diaporama aussi que la pousse de l'herbe, elle était plus précoce. C'est la courbe rouge en 2019, quand la courbe bleue, c'est plutôt la moyenne pluriannuelle. Donc, on parle France, hein, bien sûr. Donc, voilà. Et on a la petite carte tout à gauche où on voit que les températures ont dépassé dans le nord de la France 41 degrés. Une autre petite question que je vous propose. Quelle est la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre en France? Donc, c'est une seule réponse, une seule bonne réponse. Donc, c'était la réponse B, la bonne réponse. En fait, compte, c'est 19% des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées à l'agriculture et 6% sont liées à l'élevage laitier. Donc voilà, 14% à l'élevage, dont 10% pour les ruminants. Une autre petite question, c'est le service rendu par les élevages. Donc, quels autres services environnementaux l'élevage rend-il à la société? Donc là, on va parler des contributions que votre élevage apporte à la société. D'après vous, est-ce que ces contributions sont liées aux contributions à l'aménagement, l'entretien et la vitalité des territoires? Est-ce que c'est du stockage carbone par les prairies et les haies? Ou est-ce que c'est le maintien de la fertilité des sols et la lutte contre l'érosion? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. En effet, c'est bien les 3 réponses qu'il fallait répondre. Donc, la première, on contribue à l'aménagement et l'entretien et la vitalité des territoires. L'une des particularités qui s'observe aussi assez bien depuis le ciel, c'est quand on a un territoire qui est une forme de patchwork entre les prairies, les haies, les bois, les cultures, les différents types de cultures, et qu'on a aussi comme ça une forme de paysage qui se forme, qui sont assez jolis. Alors, c'est joli à l'œil, mais ça a surtout un intérêt environnemental, c'est-à-dire que toutes les haies, les bosquets, les arbres qu'on peut voir, c'est de l'entretien du sol, ça va lutter contre l'érosion, donc la réponse C, ça va venir fertiliser aussi les sols et ça va favoriser un territoire grâce à un tourisme et à une dynamique économique. Et enfin, en réponse B, on a le stockage carbone, donc par les prairies et les haies. Petite référence, les prairies stockent 15 000 kilos équivalent carbone par hectare et les haies sont favorables à la biodiversité entre les insectes, les oiseaux, donc la faune, mais aussi la flore. On voit que la présence de haies va couper les vents, va apporter des formes d'humidité et donc va favoriser une diversité de la flore des parcelles autour de cette haie. Donc voilà. Et la fertilité, ça grâce aux élevages, grâce aux fumiers
et au lisier, et le fumier en l'occurrence qui va apporter une forme d'humus qui est vraiment favorable à la régénération des sols. Donc, une petite illustration de tout ce que je viens de dire. Donc, le stock de carbone présent dans le sol agricole, forcément, si le sol est artificialisé, pardon, la première image sur votre gauche, on voit que ce stock de carbone est très variable et ça va surtout dépendre des jardins autour des maisons, des squares, etc. Au niveau des vignes, on va avoir 35 tonnes de carbone qui vont pouvoir être stockées à l'hectare, aussi bien grâce à la végétation, la vigne, grâce à l'enherbement interrang, mais aussi grâce aux fruits et aux feuilles qui vont venir se décomposer sur le sol. Les vergers et cultures, 50 tonnes, un peu plus espacés, donc un peu plus d'herbe au niveau des pieds, mais aussi des arbres souvent plus grands. Les prairies, 80 tonnes par hectare, et les forêts, 80 tonnes par hectare. On voit bien que notre activité d'élevage qui encourage le maintien des prairies concurrence au niveau national les forêts. Quelle est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre? Donc, entre 90 et 2010, à votre avis, on a augmenté de 5% les émissions de gaz à effet de serre, ou bien a diminué de 11% ou diminué de 15%. Donc, plus 5, moins 11 ou moins 15. Une seule bonne réponse. Donc, la bonne réponse était la réponse B, moins 11% de gaz à effet de serre. En effet, la problématique de l'environnement au niveau de l'élevage, elle n'est pas récente. On ne l'abordait pas forcément comme on l'aborde aujourd'hui, mais vous, en tant qu'éleveur, ça fait longtemps qu'on vous sensibilise au niveau de l'environnement, surtout depuis le début des années 2000, et vous avez déjà mis en place des choses. Ça peut être à l'époque où on parlait des CET, donc ces fameuses réimplantations d'arboriculture, de haies, enfin d'éléments écologiques et territoriaux, mais aussi par rapport aux prairies, par rapport à la productivité des vaches. Si mes animaux produisent plus, alors ok, on entre plus de carbone, mais surtout, on sort plus de carbone par le lait ou la viande. Donc, il y a des efforts qui sont déjà réalisés et qui ont permis de diminuer l'impact de l'élevage de 11% au niveau de ces gaz à effet de serre entre 90 et 2010. Donc, ce petit graphique vous montre principalement les éléments qui ont évolué sur cette période-là. Donc, l'augmentation de la productivité, elle est passée en lait de 4700 litres à 4700 kg à 7000 kg par vache. Donc, les vaches produisent plus de lait et donc elles sortent plus de carbone. Dans le même temps, la diminution du nombre de vaches pour un volume quasiment stable. Ça, c'est ce qui se passe depuis 2015 sur l'ensemble de la France. Ce n'est pas le cas sur notre département où le nombre de vaches est maintenu ainsi que leur production. Mais sur l'ensemble de la France, on observe qu'il y a moins de vaches et pour autant on produit autant de lait. Ça s'accompagne avec l'augmentation de la productivité individuelle. Si j'ai moins de vaches, j'ai moins d'émissions entériques, excusez-moi, j'ai moins d'émissions entériques et j'ai moins d'effluents d'élevage. Donc, j'ai moins de sources de méthane qui va être émis vers les gaz à effet de serre. La mise en conformité des bâtiments d'élevage, ça s'accompagne aussi du bâchage des fosses à lisier et aussi d'une durée du fumier en bâtiment qui va limiter la dégradation du méthane et qui va favoriser une utilisation des effluents un peu plus optimisée à des périodes d'autorisation d'épandage.
et la baisse des émissions liées à la consommation d'énergie, avec des tracteurs qui consomment moins, avec du matériel, même des salles de traite ou des luminaires qui consomment moins, avec des translucides sur les toits des bâtiments qui favorisent des bâtiments plus lumineux. Donc, je vais consommer moins d'énergie pour illuminer les bâtiments durant la nuit. Enfin, pour illuminer les bâtiments que durant la nuit, pardon. Donc, voilà pour les principaux. Et on voit sur la base qui est sous les zéros, qui correspond au stockage carbone, le stockage carbone a augmenté. Alors, on parle souvent des retournements de prairies, mais on voit qu'il y a aussi l'apparition de prairies temporaires et la remise en place de haies, de bosquets et d'arbres qui favorisent un stockage plus important sur les parcelles des élevages. D'après vous, cette fois-ci, il y a 4 réponses, A, B, C, D. D'après vous, quel est le gaz à effet de serre le plus important en élevage de ruminants? Est-ce que, donc on ne veut qu'une réponse, est-ce que c'est le CO2, dioxyde de carbone? Est-ce que c'est le CH4, le méthane? Est-ce que c'est N2O, protoxyde d'azote, ou est-ce que c'est l'ammoniac? C'est l'ammoniac qui est le principal gaz à effet de serre émis. Alors, cela s'explique par le nombre d'animaux et la rumination des animaux. En fin de compte, on a des vaches, on produit donc du CH4 par la fermentation, donc la rumination, et ce CH4 est aussi produit par les effluents d'élevage lors de leur pré-dégradation en fumière ou en fossalisier. Donc, c'est vraiment le CH4 qui est notre principale émission de gaz à effet de serre. Donc, sur cette diapo-là, vous voyez apparaître les différents postes de gaz à effet de serre. Donc, le méthane entérique, c'est-à-dire la rumination des animaux, 51%, c'est le CH4, ainsi que la gestion des effluents, 18%, c'est aussi du CH4. L'achat des aliments, 11%, ça va plutôt être une production de CO2 par cet élément-là. La fertilisation des cultures, donc avec aussi une émission de protoxyde d'azote, le 11%. Le carburant et l'électricité, production de CO2, représentent 5%. L'achat des engrais, production de CO2 au niveau des gaz à effet de serre, représente 3%. Et l'achat des animaux, aussi du CO2, surtout lié à leur déplacement, 1%. L'ammoniac, c'est un dérivé du CH4 lors de sa dégradation. Le système fourrager. Donc, quel est le système fourrager qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un élevage laitier? Est-ce qu'il vaut mieux être tout maïs, tout herbe, mixte ou peu importe le système que vous allez choisir? En fait, quand tous les systèmes vont vous permettre de réduire les gaz à effet de serre. Un système intensif type tout maïs peut trouver des leviers et peut être capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout comme un système tout herbe, tout comme un système mixte. Il est vrai que c'est plus évident dans les systèmes herbes, puisqu'on va parler de contribution positive avec la compensation des prairies, avec la compensation des éléments agroécologiques, de voir comment on peut réduire nos gaz à effet de serre grâce à ces éléments agroécologiques et topographiques. Les systèmes mixtes permettent d'allier de la productivité dans un système maïs, avec du maïs et avec de l'herbe. Néanmoins, les systèmes maïs arrivent à trouver un levier et souvent leur levier va être lié à la productivité et eux, ils vont devoir vraiment optimiser leur système de production pour réduire. Alors, s'ils sont déjà optimisés, c'est plus difficile pour eux de réduire que pour les deux autres systèmes, mais pour autant, un système tout maïs n'est pas obligatoirement un système 100% pollueur.
Donc, au niveau des systèmes fourragers, voilà ce que l'on observe entre les 3 systèmes. Et vous voyez que c'est ce que je viens de vous dire. Vraiment, le système maïs, là où la plupart du temps il va pêcher, c'est plutôt sur le fait qu'il n'a pas de surface en herbe favorisant le stockage carbone. Donc, lui, son levier, ce sera de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir diminuer son empreinte, à défaut de pouvoir augmenter son stockage carbone. En revanche, un système plein, on voit que son empreinte carbone est la moins importante, alors que son émission est à la base plus importante. Elle est un peu plus importante, hein, ça se tient, hein, tout ça, tout simplement parce qu'on a souvent des animaux qui sont moins productifs, mais en face, je vais avoir des éléments agroécologiques qui sont très favorables et donc qui favorisent le stockage carbone. Donc, entre ces deux extrêmes-là, celui que nous on rencontre le plus souvent, c'est plaine, herbe, maïs. Mais entre ces deux extrêmes, en fait, compte, il va falloir choisir soit je joue sur mes émissions de gaz à effet de serre, donc je favorise la productivité, soit je joue sur mon stockage carbone, donc je vais plutôt favoriser les éléments, les prairies et les éléments agroécologiques. Donc, cette marge de progrès, elle est aussi liée à la productivité. Soit j'augmente ma productivité, donc je vais diminuer ma moyenne sur la gauche, ou soit j'augmente mon stockage carbone et donc j'augmente mon top 10 et je diminue cette marge des 16%. Alors, les solutions. Quels sont les 3 leviers d'action les plus efficaces en élevage de ruminants? Donc, il y a 3 réponses à donner. Ce qu'on appelle levier efficace, c'est quand vous allez le mettre en place sur votre exploitation, c'est quelque chose qu'on va voir rapidement en effet sur l'environnement et sur notre impact environnemental, et que ce n'est pas un élément qu'il faut attendre plusieurs années avant de constater les résultats. Donc, ce qui est le plus efficace, c'est, vous l'avez tous dit, réduire les intrants engrais concentrés. Alors, c'est efficace au niveau environnemental et c'est efficace au niveau technique et économique. C'est-à-dire que dans ce point-là, que vous l'avez tous nommé, il va falloir aller chercher les concentrés que vous achetez et qui sont plus dans le seuil de rentabilité. C'est les litres de lait que l'on va acheter. Alors, je ne sais pas si j'emploie le bon mot. Après, les kilos de viande que vous allez acheter en donnant des concentrés, alors qu'en face, je n'ai pas la productivité qui va être en réponse. Et c'est la même chose, c'est les kilos d'azote que vous allez acheter, alors qu'en face, on ne va pas avoir la réponse en rendement. Donc ça, c'est quelque chose d'efficace et de facile à mettre en place. Limiter le nombre d'animaux improductifs donne lieu à une visio qui aura lieu le 10 février au travers de l'âge au premier vélage. Donc oui, en effet, si j'ai des animaux qui sont présents, je les nourris, ils ruminent, donc ils émettent du méthane, et ils ne ressortent rien, ils sont improductifs économiquement parlant, mais ils sont aussi émetteurs de gaz à effet de serre, puisque si je ne vends pas du lait ou si je ne vends pas de la viande, j'ai un animal qui émet des gaz à effet de serre qui ne sont pas compensés par une sortie de viande ou de lait. Et le point tourteau-colza contre tourteau de soja fonctionne très bien. Alors, on pourrait rentrer en effet dans le débat du « aurais-je assez de tourteau de colza pour remplacer tout le tourteau de soja qui est consommé en France ?» On est d'accord avec tout ça. La vraie différence, c'est que le tourteau de soja, il participe principalement, même si de moins en moins, puisqu'on a des filières soja plus locales, mais participe à la filière soja du Brésil ou du Amérique du Sud. Et on va avoir la déforestation qui est en lien. Donc, pour avoir notre hectare de soja, j'ai un hectare de déforestation, j'ai beaucoup d'engrais, beaucoup d'apports de produits chimiques, tout ça pour avoir
une culture qui va être transportée par bateau, qui va venir jusqu'à la France, qui va ensuite faire tourner des usines, qui va faire transporter des camions, etc. Et quand on achète du tourteau de soja, en fait, on achète l'ensemble de cette filière et de son impact. Alors que le tourteau de colza, il est plus local, donc on en diminue son impact. Réduire le carburant et la facture d'électricité. Alors, ça peut être vrai. Néanmoins, c'est plutôt quelque chose, là, sur ce coup-là, que vous allez observer à long terme. À moins qu'on soit vraiment sur du très vieux tracteur, voire des très vieux tracteurs à petit moteur mis devant des outils qui sont un peu trop gros pour lui, donc qui consomment un peu trop. Si on est sur du matériel un peu trop consommateur, souvent parce qu'ancien, puisque aujourd'hui, quand on achète du matériel, il y a cette notion de consommation d'énergie, on va pouvoir réduire son impact. Ça reste quand même assez limité proportionnellement aux 3 autres leviers. Donc, voilà la petite illustration qui va avec. Donc, vous voyez, le fuel et l'électricité, c'est ce petit camembert orange à côté de l'alimentation ou des déjections qui sont beaucoup plus importantes. Donc, en élevage, il vaut mieux optimiser ces pratiques d'élevage avant d'aller chercher les autres leviers. Donc, voilà. On a marqué aussi efficace sur les gaz à effet de serre, les enjeux environnementaux, l'énergie, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la biodiversité. Tout ça, c'est ce que l'on va rechercher au travers de ces leviers. Les différents leviers en bif carbone, donc là, c'est en élevage à l'étang. On va avoir diminué l'intervalle vélage-vélage, ça vous apporte une diminution de 2,2%, parce que jusque-là, je parlais quand même pas mal lait, donc on a mis des diapos allaitantes aussi. Réduire le délai entre le dernier vélage et l'abattage. On va gagner 7% sur ces émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez qu'en général, un gain sur les gaz à effet de serre s'accompagne d'un gain EBE, c'est le chiffre en euros que vous avez à côté. Tout simplement parce que sur ces 2 points-là, on a optimisé les pratiques d'élevage. Si j'optimise les pratiques d'élevage, j'optimise aussi ma conduite technique. Donc, je vais diminuer les coûts et favoriser la rentabilité de mon élevage. Augmenter les taux de finition, santé et croissance des jeunes, ou bien réduire l'âge au premier vélage, on voit que tout ça, ça a un impact. C'est positif, aussi bien au point de vue technico-économique qu'au point de vue environnemental. Tout est relatif, on part d'une moyenne nationale. Donc bien sûr, si je suis plus mauvais que la moyenne, j'ai plus à y gagner. Si je suis meilleur que la moyenne, j'ai moins à y gagner. Ça va me coûter combien de réduire les gaz à effet de serre en élevage laitier? Donc, est-ce que réduire les gaz à effet de serre me coûte 5 € par millilitre A, 10 € par millilitre 10 € par millilitre réponse B, rien du tout réponse C, ou ça peut me rapporter de l'argent. Tout le monde a répondu cela rapporte et il y en a un qui a dû nuancer ou chercher à nuancer sa réponse. Avec la réponse C, ça ne nous coûte rien du tout. En effet, en fait compte, le plus important, c'est d'où on part. Si je suis bon au départ, ça ne me rapporte rien puisque je suis déjà bon, mais ça ne me coûte rien. Donc, on va plutôt être dans une démarche volontaire et dans une démarche, alors je dirais idéologique, entre guillemets, de l'éleveur, c'est-à-dire votre volonté, vos objectifs au niveau de l'élevage. En revanche, quand on est économiquement, enfin quand on a des marges de progrès au point de vue technico-économique, si en plus j'y actionne le levier environnemental, j'ai toutes les chances de pouvoir y gagner sur ces émissions et surtout sur le point technico-économique qui s'y accompagne. Donc, au niveau des fermes bas carbone, donc ce sont les fermes qui ont une meilleure performance technique, enfin économique.
qui ont été sélectionnés. On voit que le décile supérieur en vert, le décile inférieur en orange et la moyenne du groupe en jaune. Au niveau de la marge brute, on a une bonne variation. Entre les produits lait et viande, donc on a une différence de marge brute de 30 € par 1000 litres de lait entre les extrêmes et c'est principalement dû aux charges opérationnelles, c'est-à-dire aux choix techniques que l'on va mettre pour avoir le même niveau de productivité. Et donc, au niveau du produit les viandes, là, on voit que l'ensemble du groupe se tient. Et donc, on va avoir un potentiel de 13 000 € à aller chercher entre le décile inférieur et le décile supérieur en travaillant principalement sur cette gamme de charges, puisqu'on voit que les charges opérationnelles sont plus importantes dans le décile inférieur que dans le décile supérieur, alors que le produit est identique. Donc, on peut espérer, sur ces fermes étudiées, jusqu'à 13 000 €. Ce n'est pas négligeable et c'est surtout du travail d'optimisation de l'exploitation que vous pouvez réaliser avec les conseillers qui vous suivent. Alors, à votre avis, cette ferme, elle a une empreinte carbone. L'empreinte A, 93 kg de CO2 par litre, B, 0,78 ou C, 0,55. Alors, pour petite référence, l'objectif de la filière est d'être inférieur à 0,8. Et en effet, ces fermes bas carbone qui sont optimisées au niveau technico-économique, et je viens de vous expliquer que si on est optimisé au niveau technico-économique, on est assez optimisé au niveau environnemental, on va avoir moins de marge de progrès, et on voit qu'elles sont légèrement inférieures à cet objectif de la filière, donc d'être à 0,8. Même question, mais cette fois-ci en bif carbone. Donc, il y a quelques fermes qui sont aussi suivies sous le même principe que la ferme laitière bas carbone. Donc, est-ce que l'empreinte carbone nette a une empreinte carbone nette faible en élevage viande? C'est, à votre avis, 5 kg de carbone émis par poids vif, 10 kg émis par kilo de poids vif ou 15 kg de carbone émis par kilo de poids vif. Donc, c'est 10 kilos la bonne réponse. Oui, parce que 5 kilos, c'est déjà, quand on ne prend que la partie rumination, on a des résultats qui varient entre 4 et 6 kilos de CO2. Donc, c'est assez difficile de rester autour de 5 kilos. En revanche, avec 10 kilos de CO2, on est déjà sur des fermes qui sont souvent très extensives, mais qui mènent le troupeau de manière technico-économique la plus rentable possible. Bon, je pense que toutes les exploitations le font, mais comment dire, qui vont favoriser la productivité tout en conservant un système extensif. Donc voilà, donc le focus que l'on peut vous faire au niveau des systèmes naisseurs. Donc on voit, voilà, le stockage carbone, il est de 8. Les émissions sont de 18, 18 moins 8, on est autour de 10 en système naisseur, donc sur 450 fermes en France. La variabilité des résultats, donc comme vous pouvez voir, varie énormément de 9,27 à 27,26. C'est exactement la même explication qu'en lait. Et en fin de compte, c'est lié au choix d'être soit intensif avec des systèmes maïs au risque de devoir acheter des correcteurs tels que du soja, pour prendre l'exemple du soja, ou bien est-ce que je suis plutôt dans des systèmes herbagés. Il y a des systèmes herbagés qui peuvent être mauvais, hein, qui peuvent se retrouver plus près des 20. Tout va dépendre de comment c'est mené et l'ensemble du système de l'exploitation. Donc, le méthane entérique, ça représente 50% des émissions pour l'exploitation. Et là, vous voyez que
Voilà, 56%. On retrouve, je vous remets pour rappel ce petit diagramme. On a parlé de plusieurs leviers et on voit bien que les leviers sur l'animal et sur la gestion des effluents, c'est vraiment les principaux leviers sur lesquels on peut s'attarder et limiter ainsi. En gros, plus on va chercher à actionner de leviers en même temps, moins on sera efficace sur un seul levier. C'est comme un point technique, il vaut mieux améliorer les points qui ont le plus d'efficacité immédiate avant d'aller chercher ceux qui ont le moins d'impact. Donc les impacts économiques et environnementaux, je viens de vous le dire, on a un lien, enfin je viens de vous le dire, je n'ai pas arrêté de le dire. Quel est le lien entre économie et environnement? Donc pour y répondre, il y a eu des études qui ont été menées en 2017 et 2018 par les réseaux d'élevage. Donc on est en train de finaliser, je fais partie de cette étude pour le Grand Est. On est en train de finir de rédiger cette étude. Donc voilà, mais ce qui en ressort, c'est ce que j'ai dit depuis le début, de toutes les manières, il faut optimiser son système technico-économique, il faut optimiser, il faut aller chercher les points de rentabilité, aussi bien techniques et économiques, et en général, le point environnement, il va suivre avec. Si j'achète trop d'aliments, que je nourris trop mes animaux, je vais favoriser le réchauffement de la planète en fonction du type d'aliment que je vais acheter, mais surtout, je ne vais pas le compenser sur mon élevage par de la productivité. Outre le fait que j'achète des choses qui ne sont pas utiles économiquement, elles sont négatives sur l'environnement. Donc, on va avoir des systèmes qui vont être plutôt valorisateurs, des systèmes qui vont plutôt être économes et des systèmes qui vont plutôt être productivistes. Donc, au niveau des systèmes valorisateurs, donc, on a remis les résultats en fonction de ça et on voit que les systèmes valorisateurs rentrent dans des signes de qualité. Alors, comme c'est en France, c'est des AOP, c'est des productions, alors les laits pâturages, les laits produits sans animaux OGM, c'est ce genre d'exploitation-là. Donc, ils vont plutôt aller rechercher leur impact environnemental au travers d'une valorisation, au travers d'une filière de valorisation. On va avoir les économes, c'est plutôt des exploitations qui sont dans le conventionnel très classique, comme ce qu'on connaît dans les Ardennes, mais qui vont rechercher le point de rentabilité sans jamais le perdre de vue et qui vont chercher ce point de rentabilité avec les dépenses moindres. Ils vont plutôt chercher à être le plus autonome possible et ils vont accepter souvent d'avoir des vaches à 6 000 ou 7 000 litres. Ça ne leur coûte pas grand-chose, mais avec un niveau d'équilibre technico-économique. Alors que les productivistes, eux, ils vont plutôt chercher d'avoir des animaux à 10 000, toujours avec un niveau technico-économique rentable, mais là, on va plutôt travailler sur le biais de la productivité des animaux. Donc voilà, et donc on voit que les valorisateurs, ils sont assez robustes au niveau de leur rémunération permise au litre de lait, tout simplement parce qu'ils sont dans des filières qui sont moins soumises aux variations de prix et donc aux variations de produits. Les économes, ça va surtout varier en fonction du prix des intrants et du prix des produits, mais surtout du prix du produit, contrairement au productiviste qui va, lui, se prendre toutes les variations et donc assez volatile au niveau de sa rémunération. À partir du moment où je combine les effets prix en charge, prix des intrants et prix de ce que je ressors, mon litre de lait, si on tombe sur des années comme en 2016 avec des charges qui étaient élevées et un produit qui était faible, forcément je le ressens. Mais à l'inverse, ces exploitations-là, dès que tout va bien, elles le ressentent aussi de manière exponentielle
dans ce sens-là. Moins de variabilité dans les valorisateurs, ils sont sûrs d'être toujours à ce niveau-là. Les économes, ils résistent un peu mieux, que les productivistes, mais ben voilà, ils sont soumis quand même à l'évolution des prix et surtout, au niveau des productivistes, ils peuvent gagner beaucoup comme ils peuvent perdre beaucoup. Et ici, on y a ajouté la stratégie environnementale. Les économes, ils sont entre les deux, dans tous les cas, depuis le début, aussi bien technico-économique qu'environnementalement parlant. Et les productivistes, eux, ils vont plutôt rechercher une empreinte carbone, une diminution de leur empreinte carbone par la production. Ce graphique a pour but de vous mettre en lien les gaz à effet de serre bruts et le coût de production. Donc, on va retrouver les 10% moins bons au niveau de chaque type valorisateur économe et productiviste, les 10% moins bons, les 10% meilleurs et le reste. On voit que dans le reste, les valorisateurs sont ceux qui ont un meilleur rapport entre ces deux éléments-là, alors que les productivistes et les économes, ils vont surtout être liés aussi aux intrants qu'ils vont acheter pour pouvoir contrebalancer des effets économiques. En général, quand on voit qu'il y a des éléments qui sont chers ou que mon lait rapporte peu, je vais faire des choix sur les achats que je vais faire, soit pour produire plus à moindre coût, donc en me basant peut-être sur une protéine type protéine de soja, et en face, on va avoir... si ça rapporte beaucoup, les productivistes ont une tendance à dépenser plus pour vraiment aller chercher ce moment-là, alors que l'économe, lui, va chercher plutôt à rester sur sa marge. Et la méca, les charges de méca sont importantes en valorisateur et sont assez proches en économe et productiviste des systèmes que l'on a chez nous. Donc voilà, je vais vous répondre aux questions, si vous en avez. S'il n'y a pas de questions, on va vous remercier de votre participation.